À la une, la ville de Touba répond à la Sénélec. La Société nationale d'électricité réclame plus de 2 milliards de francs CFA de factures impayées. Payez-nous d'abord ce que vous nous devez, déclare la mairie de Touba. La médiation de l'Assemblée nationale après la nouvelle menace de grève dans les universités, c'est le syndicat SAES qui exige le respect des accords signés avec le gouvernement. Les députés appellent les enseignants à la patience. Samedi prochain, le président Macky Sall inaugure en grande pompe des nouvelles infrastructures à Tivaouane. Le PDS rappelle que ce sont des projets d'Abdoulaye Wade, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, dans ce grand journal. Le commentaire du jour, le cas Ousmane Gom, le responsable PDS qui se rapproche de Macky Sall. Il était dans l'avion du président de la République lundi pour Conakry. L'envoi de soldats sénégalais dans le Golfe, la polémique recommence après la création par l'Arabie Saoudite d'une alliance militaire islamique pour lutter contre le terrorisme. C'est une bonne idée selon un spécialiste du monde musulman, le professeur Bakary Samb. Vous l'entendrez. Le grand journal sur RFM, bienvenue. L'actualité internationale, les titres sur Nana Tambaye. Nouvelles attaques meurtrières au Nigeria, 30 morts et une vingtaine de blessés. Boko Haram frappe encore des villages et l'armée compte les morts. En Guinée, Alpha Condé doit reprendre sa prestation de serment selon des juristes. Pour eux, le président a raté des passages importants. Et pendant ce temps, le processus électoral au Niger se fait sans l'opposition qui a boudé. Et dans 20 minutes, le journal des sports de Cher Tidiane Diagne. Hier, de la 4e journée de la Ligue 1 de foot chez nous, fait marquant, 2 promus dominent le championnat. Une explication dans ce journal. L'arène de lutte n'emballe plus pas d'affiche majeure montée depuis l'ouverture officielle de la saison. En octobre dernier, les acteurs en parlent. Et puis, nous allons aussi parler de ce boycott de Platini qui n'est pas venu plaider devant la commission éthique de la FIFA. À la fin de cette édition, le journal de la FIDAC, plus que quelques jours avant la fin de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar. La riposte de la mairie de Touba qui doit plus de 2 milliards de francs CFA à la Sénélec, la Société nationale d'électricité, qui demande le paiement des arriérés de factures. Oui, mais il faut que la Sénélec nous paie aussi ce qu'elle nous doit. Déclaration donc de la municipalité de Touba, l'un des adjoints au maire Elhadji Fallou Ndiaye. Nous l'entendrons au cours de ce grand journal. Beaucoup de grands consommateurs d'électricité peinent à payer leurs factures. C'est le débat ces derniers jours. Mais est-ce que cela n'est-il pas la cause exorbitante de la Société nationale d'électricité? La réponse dans ce sujet de Yoro Mangara. Comparé aux autres pays de la sous-région, le prix de l'électricité coûte excessivement cher au Sénégal. Le coût du kilowattheure est compris entre 170 francs CFA et 190 francs CFA dans notre pays. Au Mali, 110 francs CFA et au Burkina, entre 96 et 106 francs CFA. Ce constat, l'imam Youssouf Assar l'a également fait. Il est membre de l'association des imams de Guédiawaye qui avait mené une fronde contre la Sénélec il y a 5 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il peut y arriver, il peut arriver effectivement. Et ça peut être vérifié que le coût du kilowatt au Sénégal soit supérieur par rapport aux autres pays, par rapport maintenant à l'utilisation, c'est-à-dire que par rapport aux sources même de l'énergie. Ça peut être cher, on en a parlé, que c'est cher et qu'on nous aurait dit qu'il fallait attendre le mix énergétique qui va être réalisé, etc. Cette différence sur les prix s'explique en grande partie par les taxes sur les hydrocarbures qui varient d'un pays à un autre selon le syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Le Sutelec précise toutefois que la cherté du produit ne doit pas empêcher les structures d'honorer leurs engagements. Aliouba. On peut dire que bon, c'est cher, il faut qu'on diminue. Mais les factures déjà consommées par rapport à une période donnée, ces factures-là, à mon avis, doivent être payés. Et maintenant, on pose le problème et nous allons peut-être même en tant que consommateurs poser ce problème. Comment faire pour amoindrir le coût de l'électricité? Parce qu'effectivement, on a vu qu'un peu partout, on parle quand même de la cherté du prix de l'électricité. Point de vue partagé par l'imam Youssouf Assar. Sur ce plan-là, on ne peut pas dédouaner, par exemple, une institution qui doit inscrire dans son budget la consommation d'électricité et qui ne l'est pas. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas concevoir, par exemple, que parce que l'électricité est chère, que, par exemple,
les collectivités locales, les hôpitaux ne puissent pas payer. Et retour sur cette réponse de la mairie de Touba après la polémique sur les 2 milliards de francs CFA d'arriérés de factures d'électricité qu'elle doit à la Société nationale d'électricité, la Sénélec. Payez-nous d'abord ce que vous nous devez, répond l'équipe municipale. Mohamed Jojo. La Sénélec a dit que la commune de Touba lui doit une ardoise qui s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Les responsables de cette commune ne le nient pas, mais pour l'adjoint au maire de Touba chargé de la communication, la Sénélec n'a raconté qu'une partie de l'histoire, car elle doit également de l'argent aux collectivités locales, dont la mairie de Touba. C'était plus de 3 milliards la facture globale que nous devions à la Sénélec, mais il faut reconnaître que nous avons fait d'énormes efforts pour payer. Il faut également avouer que la Sénélec nous doit également beaucoup d'argent. Des factures qui datent de l'ancienne communauté rurale que la Sénélec n'a pas encore épongée. Nous invitons la Sénélec à s'acquitter d'abord de ses dettes. Aussi, selon lui, la Sénélec a bénéficié d'un terrain gratuit pour l'établissement de son siège. L'espace où la Sénélec a construit son siège, c'est plusieurs centaines de millions de francs CFA. Et pourtant, la commune de Touba le lui a donné gratuitement. Si la Sénélec avait payé tout ce qu'elle doit à la commune de Touba, on ne parlerait plus de la dette de 2 milliards de francs CFA, conclut El Hadj Ndiaye pour montrer la bonne foi de l'institution. À s'acquitter de cette ardoise, Mohamed Jojo Touba, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Des bulldozers ce matin aux abords du lycée Limamoulaye de Guédiawaye à Dakar. Ces gros engins sont venus détruire les cantines autour de l'établissement. C'est une décision de la mairie après l'agression d'un professeur par des charretiers. Salif Sow. À côté de ce bulldozer qui écrase tout sur son passage, des déguerpis très en colère. Ceux-ci s'en sont pris aux autorités locales. Elles nous font payer des pots que nous n'avons pas cassés, regrette-t-il. Je suis là pendant 3 ans, j'ai m'acquitté des taxes municipales et un beau matin la mairie me demande de vider le lieu. Trouvez-vous cela normal? Se lamente un jeune vulcanisateur venu constater l'opération de déguerpissement. Une opération qui va se poursuivre à en croire son initiateur. Pour la sécurité des élèves et des riverains du lycée Sidina Limamoulaye, nous allons enlever toutes les cantines qui ceinturent l'établissement scolaire, a laissé entendre le maire de Ndiarim Limamoulaye venu lui superviser l'intervention de ces éléments. Une intervention qui se déroule sous surveillance policière. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, BDC, en collaboration avec la mairie de ville, compte mettre fin, dit-il, à l'installation des commerçants aux abords des établissements scolaires de sa commune. Concernant le recasement des futurs et actuels déguerpis, ce n'est pas à l'ordre du jour, faute d'espace, a reconnu le maire de la commune. Côté riverain, enseignants et lycéens l'on exige que le suivi soit assuré. Enfin, on se sent en sécurité, a ironisé le porte-parole du collectif des professeurs du lycée Sidina Limamoulaye. Rappelons qu'un professeur a été agressé par un groupe de jeunes charretiers dans l'enceinte même du lycée. L'enseignant s'opposait, dit-on, à l'extraction du sable du terrain de jeu. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Et les mauvaises routes dans la ville de Rufisque, sujet qui revient souvent. On en reparle encore. Accident, embouteillage, beaucoup de problèmes. Même pour aller à l'hôpital de la ville, ce n'est pas facile. Les habitants du Rufisque n'en peuvent plus. Isidore Alexandre Sen. Rufisque vit le calvaire du mauvais état des routes. Par exemple, entre la gare ferroviaire et le principal tronçon qui traverse le quartier Champ-de-Course, le chemin est fait de nid de poule. Une partie du canal d'évacuation des eaux pluviales est à ciel ouvert. Les populations cohabitent avec le danger. Les accidents sont devenus monnaie courante. Ici, les travaux entamés depuis plus d'1 an sont au ralenti. Biram Daou est l'un des habitants. Nous nous exposons à des dangers permanents parce que, comme vous voyez cette route-là, sinon, à part la nationale, tout le monde y passe. Vous voyez les trucs là. Il y a de l'eau, au moins ça fait presque 2 mètres. C'est rempli d'eau. Mais pitié à celui qui va tomber là-dedans. Avant-hier, il y avait une voiture qui est rentrée là-dedans. Samedi passé, il y a un motocycliste qui est rentré aussi là-bas. Il est complètement blessé. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus le récupérer ici. Les populations ont même demandé la fermeture de la route jusqu'à la fin du chantier, mais leur doléance n'a pas eu un écho favorable. On est allé voir le préfet. Le préfet en personne, il sait ce qui se passe là. Barrer la route jusqu'à la fin des travaux. Pourtant, ce chemin constitue un passage incontournable pour certains, notamment les élèves. Arafat, Darou Rahman, Castor, entre autres quartiers,
C'est quasiment le même scénario. Les véhicules font des heures de course pour accéder à l'hôpital Youssou Mbargane. Même pour aller à l'hôpital, les automobilistes font des détours. On a pu finir. Ça prend du temps. Quoi qu'il en soit, les autorités locales sont encore interpellées. Mais en attendant, piétons, véhicules et même calèches continuent d'emprunter des routes qui n'existent que de nom. Isidore Alexandre Saint-Louis-Fisque, RFM. La zone des Niayes, le maraîchage, production record de légumes cette année. Plus de 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et les producteurs disent vouloir ainsi participer à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Seulement, ils sont confrontés à une énorme contrainte, le stockage presque impossible. Cher Anta Diop. Pour cette présente campagne maraîchère, le bilan est jugé très satisfaisant en termes de production de légumes. Le marché a été bien approvisionné. Mamadou Ndiaye, le coordonnateur des unions maraîchères des Niayes. Nous nous sommes rendus compte qu'on a participé quand même, tous les légumes confondus, à 240 000 tonnes de légumes dans la zone des Niayes. 240 000 tonnes de ce, on peut dire, a généré un chiffre d'affaires de près de 40 milliards 800 et quelques millions. Donc ça c'est important. Important à plus d'un titre, puisque la zone des Niayes a un poids économique et social qui peut contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Mais les producteurs maraîchers disent être confrontés à des difficultés liées au stockage, à la conservation des légumes et à la commercialisation. D'abord, il faut dire que le stockage et la conservation des produits dans la zone des Niayes est quand même un problème. Donc à ce titre, si aujourd'hui nous parvenons à avoir des magasins de stockage qui peuvent donc permettre à l'oignon de rester pendant 4-5 mois, cela veut dire qu'on peut vraiment couvrir les 4 ou 5 mois qui restent pour l'oignon. Et pour la pomme de terre, il faut juste développer des chambres froides dans les zones de production. L'autre problème que les gens ont, c'est les problèmes de commercialisation. Nous avons noté pendant la campagne 2014-2015 une nette variabilité des prix. Et ça n'arrange pas très souvent les producteurs. Les producteurs maraîchers des Niayes appellent l'État à plus de diligence pour qu'ils puissent accéder facilement aux intrants. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Plus d'une semaine après la décision du gouvernement d'interdire aux paysans de vendre leur récolte d'arachide en dehors des points de collecte officiels, des Chinois qui viennent acheter même au-delà du prix fixé par le gouvernement. La mesure est-elle respectée par les paysans? Pas sûr. Ce serait le cas d'ailleurs à Kaolack que la mesure n'est pas respectée. Kaolack où d'ailleurs les opérateurs exportateurs se prononcent ainsi sur cette circulaire du ministre de l'Agriculture. Ibrahima Diamé, notre correspondant. La circulaire du ministre de l'Agriculture interdisant les exportateurs d'acheter des graines d'arachide en dehors des points de collecte peine à être respectée selon Ibrahima Badiane. Le président de l'association des paysans du bassin arachidier indique que malgré cette interdiction, les marchés hebdomadaires de la région sont toujours inondés de sacs d'arachide. Seulement, il n'a pas confirmé que ces opérations sont le fait des exportateurs. Mais du côté des OPS, c'est un avis contraire. La mesure est en train d'être respectée par leurs frères exportateurs, a indiqué Ibrahima Dieng, le chargé de communication de la Fédération des opérateurs stockeurs transporteurs. Affirmatif donne le président du COPEGA, collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, suivant Abitiam. La mesure est bien respectée par les membres de leur structure malgré le préjudice qu'ils subissent. Parce que depuis lors, leurs activités sont en stand-by, dit-il, une mesure très lourde de conséquences donc, a-t-il déploré. Mais au bout du fil, Abitiam nous a fait savoir que depuis que cette circulaire est sortie, leur collectif est en négociation avec le ministre de l'Agriculture pour trouver une solution qui arrange tout le monde et cette solution, elle a été bien trouvée. Il s'agit de laisser les exportateurs d'aller acheter là où ils veulent. Il suffit juste que ces points d'achat soient transformés en des points de collecte pour la traçabilité. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation 94.0, la radio en puissance. Midi 14, le grand journal sur RFM, la suite. Les députés qui étaient médiateurs dans la crise universitaire appellent le SAES, le syndicat autonome des enseignants supérieurs, à la patience. Cela fait suite à l'interpellation de ce syndicat qui menace de déterrer la hache de guerre à partir du mois de janvier prochain. Les parlementaires estiment qu'ils veillent au respect par le gouvernement des accords signés. Les explications du porte-parole du collectif des députés médiateurs de la crise universitaire, le député Omar Sarr, il répond au téléphone à Elajmio Goudienne. Il y a eu des lenteurs, mais il faut avouer que le gouvernement aussi a fait preuve d'excellente volonté. Et pas plus tard qu'hier, tous les articles qui étaient mis en cause ont été abrogés en commission
de l'éducation. Hier, jusqu'à 18h, nous étions en salle. Donc, il y a un consensus total sur la loi qui réforme les universités publiques. Maintenant, il y a d'autres questions à incidence financière, notamment les questions d'ordre social et matériel. Sur ces questions, je peux citer l'exemple sur les indemnités, les changements qui vont intervenir au niveau des traitements des enseignants. L'incidence tournerait autour de 3 à 4 milliards. Le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous avons à notre tour interpellé, nous a notifié que le ministre des Finances était en train d'étudier la question pour voir comment satisfaire celle-ci. Donc, de ce point de vue, je pense que si nous patientons un peu, nous pourrons trouver une solution ensemble. Donc, vous les médiateurs, ce que vous demandez au SAES, c'est d'être patient. D'être patient et de nous laisser continuer à discuter avec le gouvernement pour un respect total de tous les engagements qui ont été pris avec les signatures des différents ministères impliqués dans cette question. Le président de la République se rend à Tivaouane samedi prochain pour inaugurer des infrastructures réalisées dans la cité religieuse dans le cadre du programme de modernisation de Tivaouane. Le Parti démocratique sénégalais s'en réjouit, mais le parti d'Abdoulaye Wade précise que ces projets ont été initiés par le prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wade. Voici le porte-parole du PDS, Babacar Gaye, avec El Hadj Diogo Diène. Le Parti démocratique sénégalais est toujours satisfait quand le gouvernement pose des actes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et Tivaouane est une ville comme toute autre ville, avec la particularité d'être un foyer religieux. Si le président Macky Sall inscrit son action dans la continuité de tous les projets et programmes initiés, entamés par son prédécesseur, nous ne pouvons que nous en féliciter, car nous ne sommes pas parmi les hommes politiques qui pensent que les chefs religieux sont des citoyens ordinaires. Même s'ils l'améliorent, c'est encore tant mieux pour le Sénégal, parce que c'est ça la République, c'est ça notre vision de la démocratie et de la continuité de l'État. Il faut par contre qu'il se résigne à vouloir systématiquement effacer les œuvres et les bonnes actions qui ont été initiées par son prédécesseur et qui est en train d'inaugurer. Il va faire ça à inaugurer les projets et les programmes initiés par le président Abdoulaye Wade. Je pense qu'il aura été utile. L'autre disait que Macky Sall, en marron, avait fait ou avait démarré à faire, il aurait déjà réussi son mandat. Et maintenant, voici notre commentaire du jour sur le cas Ousmane Ngom, l'ancien ministre sous Abdoulaye Wade qui était avec le PS, qu'Abdoulaye Wade avait quitté. Ils étaient ensemble dans le gouvernement du Parti Socialiste. Il retrouve Abdoulaye Wade quand celui-ci est arrivé au pouvoir. Et le voilà, le même Ousmane Ngom, qui était parmi les personnalités du PDS poursuivies dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Le voilà, Ousmane Ngom, aux côtés de Macky Sall. Il a même accompagné le président lundi dernier en voyage officiel. Commentaire Binta Diallo. Un homme politiquement instable, Ousmane Ngom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est encore en train de confirmer que son éloignement du PDS se précise. Et cet éloignement n'a en tout cas rien de nouveau sous les tropiques. N'est-ce pas lui, Ousmane Ngom, qui avait refusé de rejoindre Maître Wade dans son départ du gouvernement de large rassemblement en direction de la présidentielle de 2000. Pour une deuxième fois, il avait choisi de garder son poste de ministre de la Santé sous Diouf au lieu de suivre le père. Bien avant 2000, le même Ousmane Ngom avait tourné le dos au pape du Sopi. L'option Diouf, c'est ce qu'il avait encore retenu avant de créer son parti, le PLS, Parti libéral sénégalais, avec d'autres responsables politiques du PDS comme Serigne Diop Sadarta et Babacar Gaye, l'actuel porte-parole du parti de Wade. Le ridicule ne tuant point, le même Ousmane Ngom n'a pas hésité à vouloir rejoindre Abdoulaye Wade après sa victoire de 2000. Mais c'était sans compter avec le veto de Viviane Wade qui ne voulait même pas le voir en photo. C'est à la faveur de la guerre entre Idrissa Seck et Maître Abdoulaye Wade que Ousmane Ngom avait fini par effectuer enfin, après moult tentatives avortées, son combat au Parti démocratique sénégalais. Cerise sur les gâteaux, il obtint 2 postes stratégiques dans le gouvernement libéral, ministre des Mines et ministre de l'Intérieur.
Après la chute du PDS, Ousmane Ngom, encore lui, n'a pas hésité une troisième fois à geler ses activités dans ce parti dont il a été historiquement un des pionniers et politiquement un des dinosaures. Le énième rapprochement de Ousmane Ngom bascule à présent vers Macky Sall, ponctué par de petites phrases mémorables du genre « J'ai ressenti une grande indignation en prenant connaissance des propos inqualifiables de Maître Wade à l'encontre du président Macky Sall ». Son attitude de défiance agressive à l'encontre de Wade ne date pas d'aujourd'hui non plus, avec cette autre phrase assassine estampillée Ousmane Ngom « Wade n'est pas un musulman ». Son rapprochement avec le président Sall a coïncidé avec l'arrêt des poursuites initialement entamées par la CRI contre lui. Et que pèse Ousmane Ngom sur le plan électoral, responsable politique dans son fief natal, sans lui qu'il n'a jamais gagné une base électorale au pied d'argile, son apport ne peut donc en aucun cas être décisif. Binta Diallo, midi 21, le procès Hissène Habré, l'ancien président tchadien jugé au Sénégal, les audiences suspendues jusqu'au mois de janvier. Hier, c'était la fin des auditions des témoins. Le bilan de ce procès, à cette étape, les deux parties se prononcent dans un sujet que Mohamed Ali Mouba va vous proposer plus tard. Le professeur Bakary Samb, lui, se prononce sur la mise en place d'une coalition par l'Arabie Saoudite pour lutter contre le terrorisme dans le Sénégal, membre de cette coalition, donc une alliance militaire islamique exactement. Pour ce spécialiste du monde musulman, cette coalition est certes une bonne idée, mais Riyad doit aller jusqu'au bout de sa croisade contre le péril terroriste. C'est pourquoi le royaume saoudien, selon les spécialistes, doit s'attaquer aux causes structurelles et idéologiques de ce phénomène, le djihadisme. Vous entendrez Ismaïla Kamara dans nos prochaines éditions. Midi 22 et la suite. RFM. L'actualité internationale. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Babacar. La Guinée-Conakry, le président Alpha Condé aurait-il raté sa prestation de serment? En tout cas, certains juristes pensent que Condé doit tout reprendre. D'après eux, le président n'a pas lu tout le texte d'engagement. Conakry, Zakaria Kamara. Je jure de faire respecter la loi, voilà une phrase qui n'a pas été prononcée par le président Condé lors de la cérémonie de prestation de serment. Selon certains juristes guinéens, le président Condé ne se serait pas fait aider par le président de la Cour constitutionnelle. Khalifa Sall se serait limité à « Monsieur le Président, vous venez de jurer de respecter la Constitution ». Si la correction n'est pas faite par le chef de l'exécutif guinéen, ce serait une violation et rien ne l'exigerait de faire appliquer la loi, avertit Mohamed Kamara, juriste. Le président Condé et la Cour constitutionnelle peuvent rectifier le tir le 21 décembre à l'occasion de la cérémonie d'installation du président de la République. Si le président de la Cour constitutionnelle n'a pas pu ou eu l'occasion de faire lire tout le serment, les Guinéens retiennent de lui cette mise en garde contre le tripatouillage de la Constitution. Monsieur le Président, gardez-vous de succomber aux mélodies des sirènes révisionnistes, avait prévenu le président de la Cour. Conakry, Zakaria Kamara, pour RFM. Au Niger, l'opposition ne participe plus à l'audit du fichier électoral. Selon le porte-parole de l'opposition, l'audit doit se faire avec un cabinet international indépendant et crédible. Le ministre de la Justice et par ailleurs porte-parole du gouvernement a accusé l'opposition de faire preuve de mauvaise foi et de retarder le processus électoral. D'après lui, si les élections ne sont pas organisées le 21 février, le pays basculera dans un vide constitutionnel. Début novembre, le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, avait critiqué le fichier électoral plein d'erreurs et d'anomalies. Le climat politique est tendu depuis 2 ans au Niger, où les opposants accusent le président Mahamadou Issoufou de provoquer des scissions au sein de leur formation pour assurer sa réélection. Le Nigeria, plusieurs dizaines de morts dans de nouvelles attaques perpétrées par Boko Haram. 30 victimes exactement dans 3 villages différents. Les tueries ont eu lieu le week-end dernier et Boko Haram est pointé du doigt. Mélodie Lopetit. Les milices civiles nigérianes ont révélé mardi le bilan des attaques perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram samedi 12 décembre au nord-est du pays. Selon le garde civil Moussa Souleyman, 20 personnes ont été tuées à Varvara,
le village le plus touché. 6 habitants sont morts à Bourachika et 4 à Mangari. Proche de Bourataï, le village natal du chef de l'armée Toukour Youssouf Bourataï, dans l'état de Borno, ces localités ont déjà été plusieurs fois la cible des islamistes. La plupart des personnes tuées ont été massacrées à la machette et à la hache et les blessés touchés alors qu'ils tentaient de s'enfuir, a témoigné un membre de la garde civile. Les habitants se sont réfugiés 30 km plus loin alors que les assaillants ont réduit en cendres les 3 villages. De nombreux pylônes de télécommunications ont été détruits lors des précédents raids de Boko Haram, freinant la circulation des informations. Le groupe terroriste, qui saccage tout sur son passage, multiplie les attaques macabres et dévastatrices. Difficile même à prononcer Boko Haram. Et puis, toujours au Nigeria, Sornana Tamay, notez ce sommet de la CEDEAO, 40e anniversaire de l'organisation ouest-africaine. Le président Macky Sall vient d'arriver à Abuja. Des échos de ce sommet avec notre envoyé spécial Antoine Diouf dans nos prochaines éditions. On enchaîne la Centrafrique. L'ex-Séléka a tenté de diviser le pays, mais sans succès. Les partisans du FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, ont déclaré que le Nord-Est était sous leur contrôle. Ils ont même présenté un nouveau drapeau et un nouveau nom, la République du Logone. Le drapeau jaune, noir et vert a été hissé sur le toit de la gendarmerie nationale de la ville de Ndélé dans le Nord-Est. Il a vite été descendu par les casques bleus. Le gouvernement a réagi par la voix du ministre de l'administration du territoire. Je cite, « Toute tentative de partition ne sera pas acceptée. La population n'adhère pas à ce plan. » Et puis l'Afrique du Sud marche de membres de la société civile pour la démission du président Jacob Zuma. Jacob Zuma, très détesté après la chute de la monnaie nationale, le rand. C'est la conséquence du renvoi du ministre des Finances le 9 décembre. Le président sud-africain l'avait démis pour le remplacer par un jeune député peu connu. En 2 jours, le rand a perdu 8% de sa valeur face au dollar et à l'euro, atteignant sa valeur la plus basse face à ces deux monnaies. Après seulement 4 jours à la tête du ministère, David Van Rooyen a finalement été limogé et remplacé par Pravin Gordhan, qui avait déjà occupé ce poste de 2009 à 2014. Les organisations de la société civile vont tout de même protester à Johannesburg et à Pretoria. Et puis, vraiment, un dernier sujet, une dernière minute. Arrestation en Autriche de 2 personnes en lien avec les attentats de Paris, selon France 24. Alors, information à suivre, bien sûr, Babacar Fall. Merci, Sorna Natambaye. La suite, les sports. RFI. Avec Cher Tidiane Diane, bonjour Cher. Bonjour Babacar Fall. 2 promus à la tête du championnat du Sénégal de football de Ligue 1 de football donc Cher, et les considérations tout de suite. Oui, les Niambour de Louga et l'Union sportive de Gorée, après 4 journées de championnat, occupent le devant de la scène, respectivement premier et deuxième. Une situation qui prouve qu'il n'y a vraiment pas de fossé entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est cela l'avis de Dembo Baror, notre confrère du quotidien Stade, que nous écoutons. Depuis en tout cas le début du professionnalisme, que les promus qui arrivent en Ligue 1 ne sont pas vraiment défavorisés. Ils viennent et sont déjà imprégnés de la Ligue 1. Par exemple, on a vu l'année dernière l'AS Diane venir et être champion au nez et à la barbe de toutes les autres équipes. Gorée actuellement a démarré sur le chapeau de roue, 2 matchs, 2 victoires. Je pense que quand on va gagner à Ziguinchor pour son premier match contre le Casa Sport, c'est pas donné à tout le monde. Quand également on gagne contre l'AS Douanes, le champion en titre, qui ces derniers temps était vraiment inarrêtable, je pense que c'est un grand message lancé aux autres équipes et ça confirme que les promus, la Ligue 2 comme la Ligue 1, vraiment se tiennent vraiment de tout près. Je pense qu'il y a pratiquement pas de différence entre les équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Le week-end prochain, pour le début de la 5e journée, le leader justement, les Niambour de Louga, se déplace chez Mbour Petite Côte. Son dauphin, Union sportive de Gorée, se frotte à l'Union sportive de Ouakam. En France, on poursuit ce soir, Babacar, les 8e de finale de la Coupe de la Ligue à 16h, Bordeaux-Monaco, à 20h, Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne, mais auparavant, à 17h, Bourg, club de Ligue 2, va affronter l'Olympique de Marseille. À 19h, Lyon va jouer contre l'équipe de Tours, notre club de Ligue 2, Babacar. Bourg-en-Bresse où joue un Sénégalais, je crois. Oui, c'est Sané. Oui, Sané, pas Sané, justement. Alors, Michel Platini menace de faire faux bond à la commission d'éthique de la FIFA demain. Oui, attendu vendredi devant la commission d'éthique pour s'expliquer sur le versement suspect de 2 800 000 € qu'il a reçu en 2011 de la FIFA. Michel Platini pourrait ne pas s'y rendre selon l'équipe.fr. Le président de l'UEFA estime que les dés sont pipés. Son témoignage, dit-il, ne servira à rien pour sa défense.
suspendu à titre provisoire. Platini risque la suspension à Babacar. Et c'est une dernière minute sur le même sujet. Ça vient de tomber il y a vraiment 2 secondes. Ouais. Michel Platini, il a finalement décidé de boycotter cette édition. Donc c'est officiel. Et puis on l'avait quand même pressenti. Babacar Fall, merci. Et puis nous enchaînons avec le mondial des clubs. Les demi-finales donc vont démarrer demain. En tout cas, retenez pour l'autre demi-finale. C'est Barcelone, équipe champion en titre, se frotte au champion de Chine, Guangzhou. La finale se joue dimanche ce matin. Un match de classement pour la 5e place. Le tout puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a chuté 2-1 contre América. C'est une équipe mexicaine, Babacar. On termine avec la lutte traditionnelle, la reine sénégalaise qui cherche désespérément un combat. Alors, Babacar, une question qui s'impose. Va-t-on vers une année blanche dans l'arène de lutte depuis octobre dernier? En tout cas, la nouvelle saison est ouverte. Cependant, aucune affiche corps ficelée par les promoteurs. Sodetiam a posé le débat à des spécialistes. Nous l'écoutons. Pas de grands combats en vue depuis le début de la saison de lutte. Les raisons qui peuvent l'expliquer, les sponsors qui fuient l'arène, les cachets très élevés, entre autres. Pour le promoteur de lutte, il faut que les lutteurs sachent raison garder. Gaston Bang, lui, s'en veut même d'avoir élevé la barre haut. Ça, c'est une situation qui est maintenant. Aujourd'hui, les promoteurs ne posent plus. C'est très difficile. Personne ne peut accéder à la demande des lutteurs. Les lutteurs doivent avoir la tête sur les choses. 50 millions, ou 20 millions, ou 10 millions, c'est pas de la mer, c'est pas de n'importe quoi. Il n'y a pas d'argent et les gens ne vont plus se suicider. La situation risque de se compliquer, vu que certains lutteurs ne veulent plus descendre dans l'arène avec un cachet en deçà de 50 millions. Modulo, par exemple, l'a confirmé lors d'une interview accordée à la RFM. Je vais être très clair avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord, mais du tout. On ne peut pas nous imposer quoi que ce soit ici au Sénégal et que même si c'est pas eux, il y a d'autres promoteurs ici. Chacun a son destin. La lutte, c'est mon métier et encore une fois, personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Une situation inquiétante, selon le journaliste sportif Ibakan. Une dizaine d'années, c'est la première fois qu'on assiste à un tel phénomène. Parce qu'aujourd'hui, payer un litre 100 millions de durée, c'est pas impossible, ce sera très difficile pour les promoteurs de vente. Donc c'est à eux de revoir nos positions pour que les amateurs puissent accéder à des combats chocs. Le secrétaire général de l'amicale des amateurs de lutte, lui, estime que ce sont les lutteurs qui en pâtissent le plus. Adama Bop. Nous, amateurs, nous, il y a combat, on vient, il n'y a pas combat, on ne vient pas. Pour autant, la vie continue. Mais pour les lutteurs qui n'ont qu'une seule activité, qui n'ont de revenus que la lutte, ça peut être dur pour eux. Dans de cas pareils, des solutions sont possibles. Abdou Badji, directeur technique national de la lutte, explique. S'il n'a pas de combat en lutte avec frappe, il doit pouvoir aller lutter en lutte sans frappe pour un peu évaluer son niveau d'entraînement. Mais s'il reste là à attendre les gros cachets qui ne viennent pas, mais naturellement, ça va impacter sur leur revenu d'abord et même sur leur façon de s'entraîner. Parce que l'entraînement doit toujours être évalué et la meilleure façon d'évaluer son niveau d'entraînement, c'est la compétition. L'espoir n'est pas perdu cependant. Le promoteur Aziz Ndiaye annonce le tournoi des 4 avec notamment Bombardier, Balla Gaye 2, Yekini et Gris Bordeaux. Ce dossier signé Sodetiam et qui parle des difficultés dans l'arène de lutte, met un terme à cette page de sport. Babacar. Les sports, oui, c'est Yann.